Madame, Monsieur, bonsoir. Scène inédite au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, des Tutsis ayant survécu au massacre perpétré dans le sud-ouest du Rwanda ont participé ce dimanche à une messe dans le camp où ils sont rassemblés, camp désormais placé sous la protection des soldats français de l'opération Turquoise. Aujourd'hui, les forces françaises ont continué de pénétrer vers l'est à l'intérieur du territoire rwandais, pour l'instant sans incident sérieux. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Boisserie, Éric Messi. Au soleil levant, en rase-motte sur le lac Kivu, 4 hélicoptères Puma emmènent 34 hommes des commandos de l'air. Direction Kibuye, en plein centre du pays Hutu. Petite ville autrefois aussi calme que les eaux du lac qui l'abordent. La mission de ces militaires n'est plus exploratoire. Ils viennent ici pour s'installer. Les premières prises de contact seront sommaires. Le préfet n'est pas là, le sous-préfet non plus. Les militaires rwandais semblent complètement désorganisés. Une femme gendarme donne à manger dans ce qui est aujourd'hui sa maison. Elle et ses enfants ont fui précipitamment Kigali en guerre. L'analyse des cartes confirme la proximité du front, environ 60 km. Kibuye est un des objectifs prioritaires du Front patriotique rwandais. Il souhaite couper en deux la zone gouvernementale. Mais la première mission des militaires français concerne ces sœurs de la congrégation Sainte-Marie. Des Rwandaises, des deux ethnies, des Belges. Depuis 2 mois, elles tentent de se protéger contre de multiples tentatives d'agression. Elles y sont parvenues au prix d'une condition, n'accueillir aucun réfugié. Seule exception, ces 2 enfants. Et la petite fille qui gardait l'enfant, c'était une petite fille Hutu. Oui, et la fille est très gentille. Elle est restée comme la maman de l'enfant. En avril dernier, les parents de Benoît ont disparu, comme tant d'autres. Marie a alors décidé de fuir avec lui. Donc l'enfant, elle a dit qu'elle n'a pas eu peur pour le petit Benoît parce qu'elle ne savait pas s'il est Hutu ou Tutsi. Mais il disait qu'il est Hutu pour être protégé. Ah oui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce qu'elle veut faire, c'est de continuer à vivre avec Benoît. Ce dernier rêve ne se réalisera pas. Dans quelques jours, dès que la route sera sûre, Benoît partira avec les sœurs se réfugier au Zaïre. Une autre de nos équipes, avec Valérie Fourniou et Jean-François Hoffmann, était aujourd'hui en pays Hutu, dans la région de Gisenyi, au nord du pays, où s'est réfugié ce qui reste du gouvernement légal qui a fui Kigali. Deuxième incursion des soldats français au nord du territoire rwandais. Nous sommes à 5 km de la frontière du Zaïre. Le convoi ne fait que traverser cette cité balnéaire de Gisenyi pour éviter d'y rencontrer le gouvernement rwandais. Une volonté politique de la France. À Gisenyi, l'hôtel Méridien est devenu une base arrière de ce gouvernement provisoire. Tous les ministres y ont une chambre et pour rencontrer le premier d'entre eux, il nous faudra être escortés. Loin de Kigali, en habit militaire et dans les fauteuils de cet hôtel, il nous expliquera que son armée n'a jamais œuvré dans une logique d'extermination des Tutsis. Il n'y a pas eu une volonté délibérée du gouvernement d'exterminer des ethnies, parce que je crois que c'est là où, c'est à ce moment-là où on parle de génocide. Qu'il y ait eu une guerre, qui peut s'appeler ethnique ou autre, c'est pas la première fois qu'on rencontre un tel phénomène dans le monde. Donc il y a eu un affrontement ethnique, c'est vrai, mais il n'y a pas eu une volonté délibérée d'un groupe pour exterminer totalement un autre. Pourtant, nous retrouverons à l'extérieur de l'hôtel les hommes de la milice du régime, l'Interahamwe, responsable de nombreux massacres de Tutsis. Garde rapproché du ministre de la Défense, replié lui aussi sur Gisenyi. À la tête de 40 000 hommes, pour lui l'ennemi n'est pas seulement le FPR, les Tutsis. Je ne dirais pas que nous nous battons contre le FPR, nous nous battons contre l'Ouganda. Vous expliquez que vous êtes en guerre contre l'Ouganda? Contre l'Ouganda, en tant que ministre de la Défense, je peux le déclarer sans problème. Nous sommes en guerre contre l'Ouganda. Nous savons qu'il y a des appuis de la Belgique. Nous savons que les Américains ont, dans un premier temps, avec erreur, se sont trompés. Ils ont appuyé l'action du FPR. Mais pour l'envoyé du pape, le cardinal Etchegaray, messager de paix, c'est la logique de guerre qu'il faut arrêter. Cessez le feu,
veut dire aussi au Rwanda cesser la machette, cesser l'arc, cesser la lance. En attendant, le gouvernement provisoire coule des jours tranquilles à Gisenyi, loin du front et proche des Français. Tous les militaires français participant à cette opération turquoise sont déployés sur 2 bases arrières à la frontière du Zaïre, Bukavu et surtout Goma. Goma, centre nerveux de cette opération où déjà plus de 1000 hommes et 120 véhicules ont été rassemblés. Reportage Benoît Duquesne et Jean-François Hoffmann. Le général Lafourcade, une nouvelle fois sur le tarmac de l'aéroport de Goma pour contrôler la montée en régime de l'opération turquoise. Ces avions aujourd'hui ont effectué une 50aine de rotations, déchargé 500 tonnes de matériel, des véhicules blindés et des troupes, y compris les renforts sénégalais. 40 hommes équipés, nourris par l'armée française, la contribution africaine à l'opération. Mais le général Lafourcade est satisfait et il le dit dans une conférence de presse dans le hall de l'aéroport. Ses premières patrouilles n'ont rencontré aucune hostilité, les machettes sont rentrées et les populations rassurées, surtout dans le sud du pays. La caractéristique aujourd'hui... Ces populations étaient craintives, traumatisées par les mois précédents, et même à l'intérieur des camps de réfugiés où ils se trouvaient, elles craignaient des représailles ou des exactions de la part des miliciens, qui sont en fait des jeunes désorganisés en petites bandes et qui se vengent peut-être des situations précédentes. Ces mêmes jeunes qui aujourd'hui vous acclament quand vous arrivez? Alors, les jeunes, ne peut pas dire que les jeunes nous acclament. Je crois que les jeunes excités, qui étaient peut-être à l'origine de pas mal d'exactions, rentrent un peu dans l'ombre, cachent leurs armes ou leurs machettes, et pour l'instant ne bougent pas. Conséquence inattendue de ce déclenchement de l'opération turquoise, la remise en selle du numéro 1 zaïrois, le maréchal Mobutu, jusqu'alors de plus en plus boudé par les grandes capitales, est devenu un interlocuteur indispensable en prêtant son territoire. L'opposition zaïroise est très critique contre cette intervention française et les militaires français sont déployés dans une région, au Zaïre, où les habitants sont plutôt hostiles au pouvoir central. Reportage Philippe Boisserie, Éric Messi. Lorsque les militaires français traversent la ville frontalière de Bukavu, ils ne laissent pas insensibles les Zaïrois. Certains d'entre eux applaudissent, d'autres regardent sans rien dire. Et si l'accueil est dans l'ensemble plutôt favorable, tous pensent à leur propre situation. Vous partez pour aider les autres, il faut nous aider d'abord nous, qui vous donnez les chemins. Quand il y aura le vin descend ici, c'est alors que vous allez venir intervenir. Mais je crois que ça sera peut-être trop tard, mais c'est le moment d'intervenir pour que nous, nous les enfants, peut-être les enfants des pauvres, pour que nous puissions avoir quand même où étudier. Les Français, les militaires français ici au Rwanda aussi, au Zaïre, pour nous c'est quelque chose de bénéfique. Donc nous voulons seulement que, malgré que c'est Mobutu qui a apporté les Français ici, que Mobutu aussi parte. Nous pensons que peut-être vous venez pour arranger la situation, mais nous craignons que ce ne soit pour vous occuper du Zaïre. C'est-à-dire? C'est-à-dire peut-être protéger Mobutu qui nous fait souffrir. Voilà. Vous pensez qu'il y a eu une négociation pour la présence des militaires français? Nous pensons qu'on venait pour Mobutu. Vu la situation politique de plus en plus confuse au Zaïre, vu l'impossibilité d'y trouver depuis 4 ans le chemin d'une démocratie à peu près acceptée par tous, la présence des militaires français ne fait qu'aviver les tensions. Surtout que l'économie, elle, est de plus en plus catastrophique. L'arrivée de milliers de réfugiés rwandais ces dernières semaines n'a rien arrangé. Les prix ont encore un peu plus augmenté, la colère aussi. Nous retrouvons en direct de Bukavu l'un de nos envoyés spéciaux, Benoît Duquesne. Les liaisons sont un petit peu difficiles à établir, vous en doutez bien. Benoît, la nuit tombe beaucoup plus vite sur le continent africain qu'en France. Est-ce qu'on peut faire rapidement un point des opérations? La base de Bukavu, on l'a vu, sert de relais logistique. Est-ce qu'on en est... Les spécialistes avaient dit qu'il faudrait 10 jours pour tout mettre au point. Où en est-on précisément aujourd'hui? Oui, on pourrait presque dire qu'on en est à mi-route, si vous voulez, parce qu'il y a à peu près 1200 hommes environ qui sont arrivés maintenant sur place, et le dispositif, une fois terminé, devrait monter à environ 2500 hommes, sans compter un hôpital militaire, etc., qui doivent encore s'installer. Donc on est encore loin du compte, et il faudrait effectivement une dizaine de jours avant que ici les choses soient prêtes et que des points fixes soient établis à l'intérieur du Rwanda pour éventuellement après déplacer l'ensemble du dispositif plus avant dans le pays. Mais s'il vous plaît, une petite chose simplement sur l'état d'esprit des militaires.
Jusqu'à présent, on a l'impression qu'ils sont un petit peu partagés entre deux choses. D'un côté, il y a quelquefois une gêne d'être quelquefois applaudis par des gens dont on sait qu'ils ont participé à des massacres. Et en même temps, d'un autre côté, la certitude de participer à quelque chose d'utile dans la mesure où depuis qu'ils sont là, eh bien, ces massacres ont cessé. Et effectivement, les gens disent que la paix revient au moins dans ces régions-là. Alors Benoît, il est bien évidemment très difficile de savoir ce qui se passe partout sur le territoire rwandais, mais à Paris, l'amiral Langsad a fait état de tensions, entre guillemets, dans la population, notamment du côté de Kibuye. Est-ce que vous avez des précisions sur d'éventuels incidents ? Non, c'est vrai que la région de Kibuye était celle qui posait le plus de problèmes aux militaires. C'est pour ça que ce matin, ils ont envoyé un premier détachement aéroporté pour rassurer un petit peu la population, notamment quelques religieuses américaines et anglaises qui se trouvaient là et quelques orphelins tutsis qui se sentaient menacés. La mission s'est en principe assez bien déroulée. Il y avait un autre détachement qui passait par la terre et qui n'est pas arrivé ce soir jusqu'à Kibuye. Mais a priori, d'après nos informations, eh bien que ce soit l'endroit le plus tendu, si on veut, dans cette zone-là, les choses ne se passaient pas trop mal. Merci beaucoup. Vous étiez en direct de Goma, base militaire. On entendait derrière vous les avions. Dans la capitale, Kigali, la situation ne s'arrange pas. Bien au contraire, une nouvelle fois, les bombardements ont contraint les responsables de l'ONU à reporter l'évacuation d'un certain nombre de réfugiés hors de cette capitale martyre. Nous avons Laurent Boussier qui est en direct là-bas et qui est pour France 2 avec son équipe, Jean-Marie Lemaire, Gérard Flégeau. Est-ce qu'on peut faire, Laurent, rapidement un petit point de la situation ? Il y a eu beaucoup de combats aujourd'hui avec un incendie assez spectaculaire du mont Kigali en ce moment. Oui, absolument. À Kigali, la situation empire. Elle se dégrade sur le plan sanitaire, je vais y revenir. Et militairement, bien que les fronts soient à peu près stabilisés et que les soldats gouvernementaux semblent reprendre un petit peu du poil de la bête, les combats sont pratiquement incessants. Toute la journée, il y a eu des bombardements. Et ce soir, vous le disiez, depuis 19h, c'est-à-dire depuis à peu près 1h40, il y a une violente attaque du SPR sur le mont Kigali, tenue par les soldats gouvernementaux. Le pilonnage a d'abord été terrible, et un gigantesque incendie que j'ai sous les yeux actuellement. Je vois le mont Kigali, dont le sommet et les flancs sont encore en feu. Je crains malheureusement que la nuit ne soit pas très calme. Quant à la situation sanitaire, elle devient très très préoccupante. Depuis 6 jours maintenant, il n'y a pas eu d'évacuation sanitaire, il n'y a pas eu de transfert de blessés. L'ONU avait prévu pour aujourd'hui d'évacuer 35 blessés très graves de l'hôpital de la Croix-Rouge vers l'hôpital du Roi Faisal, moins exposé. À 10h ce matin, ces blessés ont été mis dans les camions et des ambulances. Et au même moment, de nouveaux bombardements ont commencé dans plusieurs quartiers de la ville, dont celui du centre-ville, où se trouve la Croix-Rouge. Pris sous ces bombardements, les camions n'ont pas pu démarrer, ils sont restés bloqués sous le soleil et les tirs, avec des obus qui tombaient à moins de 10 mètres. À 17h cet après-midi, profitant d'une accalmie, les responsables de l'hôpital ont remis les blessés dans l'hôpital. Vous imaginez ces blessés gravement touchés qui ont dû passer 7 heures sans boire, sans soin, sous le soleil et sous les obus. C'était terrible, c'était l'horreur, et il y a peu de mots pour décrire ça. Laurent Boussier, selon le général qui commande les casques bleus qui sont encore sur place, les forces gouvernementales à Kigali semblent reprendre confiance du fait de l'intervention française à l'ouest du pays. Est-ce que vous avez le même sentiment sur place ? Écoutez, ce qui est sûr actuellement, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'après quelques avancées la semaine dernière, les avancées du côté du front rwandais, le front militaire semble se stabiliser, en tout cas sur la ville de Kigali. Sur le reste, j'ai pas vraiment d'informations, mais sur la ville de Kigali, c'est vrai, le front se stabilise et malgré ces combats, les positions restent à peu près stables. Donc les attaques du SPR pour le moment sont repoussées par les soldats gouvernementaux. Merci beaucoup Laurent Boussier qui, je le rappelle, est envoyé spécial pour France 2 à Kigali où il travaille avec son équipe dans des conditions de plus en plus difficiles. Cette intervention militaire française ne fait pas l'unanimité, loin de là. Exemple, cette manifestation aujourd'hui devant l'ambassade de France à Bruxelles où un certain nombre de manifestants rwandais mais aussi zaïrois, tous d'origine tutsi, ont scandé leur colère face à la décision française d'intervenir au Rwanda. Et puis un mot d'une guerre oubliée qui fait elle aussi beaucoup de victimes civiles et militaires. Au Yémen, les combats entre nordistes et sudistes s'intensifient et les forces nordistes sont arrivées dans les faubourgs d'Aden, la plus grande ville du sud-Yémen. En France, conséquence des violents orages qui se sont abattus hier et aujourd'hui sur les Alpes-Maritimes, de nombreux villages du département, mais aussi les villes de Grasse ou encore de Cannes, ont été sévèrement touchés aujourd'hui par des inondations provoquées par la crue de la Siagne. Reportage Sandra Schmidt, Didier Beaumont.
À Auribeau-sur-Siagne, un village de la vallée situé à l'ouest de Grasse, c'est tout un lotissement qui a été dévasté. 400 personnes sont sinistrées, une centaine d'entre elles a dû être évacuées par hélitreuillage. 2 hélicoptères de la sécurité civile et un de la gendarmerie ont travaillé pendant environ 2 heures. Toutes ces maisons se trouvent dans la partie basse du village, au bord du Riou, un petit ruisseau en temps normal, devenu un immense torrent de boue qui a emporté une cinquantaine de voitures. Ceux qui ont assisté au spectacle sont encore choqués. On a vu tout le quartier inondé et l'eau jusqu'au toit. C'est tout. Et les voitures les unes sur les autres. Une inondation complète, quoi. Les dégâts sont très importants, mais selon la préfecture des Alpes-Maritimes, il n'y aurait pas de blessés. Sur le terrain, 80 pompiers et une vingtaine de gendarmes sont venus aider la population et commencent à pomper l'eau. Un PC de crise est mis en place. Il organise les secours et accueille les sinistrés. Je crois savoir qu'actuellement, il n'y a ni blessés ni morts. Il y a des personnes qui sont choquées, qui ont été soignées, et des personnes qui sont là, qui sont soignées par les médecins, qui vont être relogées ce soir. Mais a priori, il n'y a pas d'accident de personne. Où les personnes vont-elles être logées? Au VVF, dans les VVF et dans les écoles. Là, ça y est, c'est réglé, les cas arrivent, c'est en cours. D'autres villages de la vallée de la Siagne, comme Saint-Vallier, Pégomas, Péménade et Cabris, ont aussi souffert après cet orage très violent. Des glissements de terrain ont coupé plusieurs routes départementales, mais il n'y a plus de risque d'aggravation. La décrue est en cours. La politique française, le Parti républicain réuni en Conseil national à Paris a discuté aujourd'hui de sa stratégie présidentielle. Son président, Gérard Longuet, est pour un candidat unique désigné par des primaires à la fin de cette année. Une position qui ne fait pas l'unanimité. Sur place pour France 2, Jean-Baptiste Prédali et Éric Mangani. Au Parti républicain, les velléités de dissidence peuvent s'achever en embrassade. José Rossi menait la fronde de 27 députés contestataires. Il est aujourd'hui nouveau secrétaire général du PR. Fin des remous internes et début de la manœuvre pour la présidentielle. Le Parti républicain veut peser dans la majorité. Pour peser, il y a les primaires et au bout des primaires, un candidat unique en 95. Il n'appartient naturellement pas à un parti politique de désigner un candidat. Mais il n'appartient pas non plus, sauf à supprimer la fonction même d'un parti politique, de se résigner par avance à un choix dont nous n'aurions pas, d'une façon ou d'une autre, notre part de responsabilité. En clair, le PR préfère une candidature baladure. Le tout, c'est de bien le faire comprendre à l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. L'UDF, ça n'est pas tellement le centre, c'est quelquefois l'empire du milieu. Et je parle au sens chinois du terme. Décision impénétrable, cité interdite à la démocratie, longévité curieuse des mandarins. En une matinée au PR, le choix est devenu simple. Pour 95, il soutiendra un candidat unique, si c'est Édouard Balladur. Sinon, tout reste possible. Antoine Wechter accuse les Verts de voir rouge, reprochant à ses amis écologistes de pencher de plus en plus à gauche. Antoine Wechter s'est mis de lui-même en dehors du mouvement pour fonder son propre parti en septembre. Reportage Agnès Molinier, Yann Fickel. Les débats du Conseil national des Verts ont quelque peu été perturbés aujourd'hui. Si tout le monde dans l'état-major n'a pas fait ses valises, 2 des porte-paroles ont créé l'événement. D'abord, André Buchmann. Elle s'est affichée ce matin avec la concurrence. Avec Noëlle Mamère, elle crée un nouveau mouvement. Une façon pour elle de dire que le débat n'est pas possible au sein de son parti. Les Verts sont un genre d'église où les gens adhèrent parfois avec la volonté de rentrer dans une famille, un genre de religion, et où le débat n'est pas accepté. Antoine Wechter, lui, a carrément démissionné de son poste de porte-parole. Il va même créer lui aussi son propre mouvement début septembre pour présenter un candidat à la présidentielle. Les raisons de mon départ, c'est que les Verts ont abandonné ce qui faisait leur essence, c'est-à-dire leur identité d'écologistes, en choisissant de s'inscrire à gauche, c'est-à-dire dans le vieux clivage. Malgré toutes ces critiques, les Verts appellent au rassemblement dès septembre au sein d'une convention de l'écologie politique. Là seront conviés des gens comme Noëlle Mamère, des gens comme Yves Pietrasanta qui sont dans Génération Écologie, ou bien des gens comme Larève qui sont des écologistes aussi avec les Verts. Mais les écologistes aujourd'hui sont encore plus dispersés qu'avant les européennes.
6 ans après le crash d'Apsheim qui avait fait 3 morts et une cinquantaine de blessés, le pilote de l'Airbus A320 dont la responsabilité a été mise en cause a présenté une expertise dénonçant une falsification de la boîte noire. Précision avec Christine Boss. Michel Asselyne, pilote de ligne, est un homme seul. Mis au banc de sa profession depuis le crash d'Apsheim pour avoir refusé de se taire, l'ancien pilote de l'A320 contre-attaque. 6 ans après l'accident qui a fait 3 morts et 50 blessés, il estime avoir aujourd'hui la preuve de ce qu'il dénonce depuis 5 ans. La bande d'enregistrement, le CVR, le cockpit voice recorder a été falsifié, une manipulation établie par un expert en acoustique. Il y a effectivement eu une intervention à un moment donné sur les bandes, puisque les deux pistes ne peuvent pas se désynchroniser toutes seules et puis se résynchroniser. Donc je pense qu'il y a effectivement eu quelque chose, disons à 3 moments, donc une intervention sur la bande. Pour cela, Marc Neubert a en effet comparé les 2 pistes de la bande magnétique, une opération jamais réalisée par les experts désignés par le juge d'instruction et qui n'avait conclu à aucune falsification. Une preuve en tout cas pour Michel Asselyne qui mène depuis 5 ans un combat pour établir la vérité. On voulait protéger bien évidemment les intérêts économiques de l'avion. Il n'était pas tolérable pour les autorités françaises, ainsi surtout que pour Airbus, d'avoir un avion qui avait des ratés au début de sa carrière. Alors qu'il est tout à fait normal et tout à fait compréhensible qu'un avion tout jeune, et celui-ci était encore plus jeune puisqu'il n'avait que 20 heures de vol, ait des ennuis. Ce qui n'est pas normal, c'est que cet avion ait été envoyé en meeting par la compagnie Air France. En ce jour anniversaire, Michel Asselyne a rencontré l'association des victimes d'Apsheim avant de transmettre demain ce rapport d'expert au juge Guichard, chargé du dossier. Le procès se déroulera peut-être l'année prochaine, 7 ans après les faits. Hier, dans le Var, un policier a été tué et un autre blessé la nuit dernière alors qu'il tentait d'interpeller un jeune homme à la sortie d'une boîte de nuit. Enquête de nos correspondants Patrice Velay et Jean-François Giorgetti. Fin de soirée houleuse hier soir au Sun Rock Café. Altercation entre clients, un homme s'enfuit armé d'un pistolet à grenaille. Il sera rattrapé peu de temps après par une patrouille de police dans cette impasse. En pleine nuit, l'interpellation tourne à la bagarre. L'homme s'empare d'une arme de service et tire. Les 2 policiers sont touchés. L'un d'eux ne survivra pas à ses blessures. Vous avez entendu combien de coups de feu? Au moins 5 ou 6. Ah oui. Au moins 5 ou 6. Moi, je les ai vus se rouler par terre. Après, le voleur, il a projecté en arrière, il l'a fait tomber, il s'est cogné la tête. À l'hôpital d'Hyères est hospitalisé le second policier, actuellement hors de danger. Cet après-midi, il a reçu la visite des autorités et de ses supérieurs. Il y a une situation particulière ailleurs, mais les faits de cette nuit auraient pu se produire dans n'importe quelle autre ville. Il n'y a pas de relation avec d'autres événements connus. Eric Young, l'homme qui a tiré sur les policiers, est ce soir en garde à vue dans cet hôpital à Toulon. Blessé à l'épaule, il sera présenté à un juge d'instruction demain dans la journée. L'histoire aurait pu inspirer Charles Trenet. Un serpent python de 2,50 m s'est échappé jeudi après-midi du domicile de son propriétaire dans le 20e arrondissement de Paris. Christophe Tortora et Bénict Bonnet ont lancé la chasse. Un dimanche à midi, en plein Paris, Charlie recherche son animal de compagnie, mais tout le monde s'en fout. Un dimanche à midi, dans la brousse de Belleville, Charlie recherche son python de 3,50 m de long. L'histoire commence, mais là, personne n'y croit. À mon âge, je ne crains plus rien, même les serpents. C'est pas possible. De voir un serpent, de le voir à la campagne, pas ici. Et pourtant, Aiwas, c'est son nom, est un gentil python tacheté de jaune, 3,50 m de long, 20 kg. Il arrive tout zigzagant d'un zoo polonais. Mercredi après-midi, il a voulu continuer à voir du pays. Il a décidé de s'en aller, de forcer un peu la fenêtre qui est là, très gentiment, parce que ça a quand même de la force. Il est parti vers où? Il a traversé l'appartement, il y avait la fenêtre de ma chambre qui était ouverte. Et il est passé par le balcon, il a dû suivre donc la rambarde qui est juste devant là. Mais après, mystère, il n'y a pas spécialement de danger, je veux dire. Il a mangé il y a 15 jours à peu près. Et même s'il a faim, il ne s'attaque pas du tout à l'homme, quoi. Pas du tout, du tout. C'est totalement inoffensif et surtout pas venimeux, évidemment. Il ne s'est pas tiré parce qu'il était malheureux, il s'est tiré parce qu'il avait faim. Mais faim de petite souris, quoi, donc il ne va pas... Voilà. Donc, pas de panique, la voisine du 3e a gardé son sang-froid. Ah, écoutez, j'ai regardé dans ma chambre. J'étais avec mon moussédard partout, j'ai regardé. Alors, rien. À Belleville, Rantanplan est sur le coup
Et pour l'instant, les recherches se poursuivent. Cherche le serpent, cherche. Allez, cherche. Il est où le serpent? Tu n'as pas vu le serpent? S'en fout de votre serpent. Cherche, cherche. Cherche, cherche le serpent. Voilà, dans notre série On n'arrête pas le progrès, saluons la performance de Jacques Lemaigre du Breuil, ce pilote qui seul, à bord d'un monomoteur à hélice, a traversé l'Atlantique en 10h55 très précisément. En 1927, Charles Lindbergh avait mis 33h30 aux commandes de son Spirit of Saint-Louis pour relier le Nouveau Monde au Bourget. Précision chauvine, l'avion du record, un TBM 700, est construit par le groupe français de l'aérospatiale. Cocorico toujours, au championnat de France cycliste professionnel, c'est un Français qui a gagné sur le circuit de Fontenay-le-Comte. Jackie Durand a en effet conservé son beau maillot tricolore, gagné l'an dernier à Châtellerault, en devançant sur la ligne un premier peloton emmené par Frédéric Moncassin devant Christophe Capel et Laurent Jalabert. Suite de notre petite chronique sportive pour saluer l'exploit du 15 de France en Nouvelle-Zélande cette nuit. Christophe Duchiron. Dans le vestiaire après le match, c'était rire et chanson, avec des bleus à l'âme joyeuse. Logique, gagner chez les Néo-Zélandais, ça n'est pas rien. La seule fois auparavant, c'était en 1979. En première période, un drop de Sadourny. Et puis un drop de Christophe Delot, et puis une pénalité de Thierry Lacroix. 9 pour les Bleus, 3 pour les Blacks, c'est le score à la mi-temps. 1 heure de match, faites vos jeux. Chez les Blacks, rien ne va plus. Encore un ballon d'attaque pour les Français dominateurs. Un ballon à suivre, tapé par Thierry Lacroix. Philippe Saint-André court après le ballon, un coup de casque à l'adversaire et une passe au partenaire. Benetton s'écroule dans l'embut et c'est des Bleus. Le bonheur est sur le pré. Les Blacks malmenés sont sans peur, mais pas sans reproche, trop lourds, sans imagination. Ils marquent un essai en fin de match, mais ils perdent 22-8, une correction. Félicitations à Philippe Sella, sans sélection en équipe de France, un record mondial et une victoire historique. Un monstre du rugby, sans sélection. Et aujourd'hui, il n'y avait pas qu'un Philippe Sella, il y avait 15 Philippe Sella sur le terrain. Voilà. À des milliers de kilomètres de la France, une victoire, ça crée des liens. Voilà, il est près de 21h, je m'efface pour laisser la place à Alain Delon et Charles Bronson. Un peu avant minuit, vous retrouverez Catherine Sellac pour le dernier journal. Dans quelques instants, la météo avec Nathalie Riouet et encore des pluies abondantes sur le sud-est. C'est Paul Amar qui demain vous présentera l'édition de 20h au cours de laquelle Arlette Chabot et Alain Duhamel interrogeront Édouard Balladur en direct de Matignon. Excellente soirée sur France 2, merci.